En tant qu'acteur majeur de l'immobilier commercial, Citrus, la foncière d'Auchan, est riche d'un patrimoine de plus de 200 sites qui sont, pour une grande part, source de projets à haute valeur ajoutée. La foncière souhaite faire de tous ces sites des actifs à impact positif. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Citrus entame un vaste plan de rénovation de ses 250 sites européens, dont 90 en France, constitués pour l'essentiel de centres commerciaux bâtis autour d'hypermarchés ou de supermarchés. Le programme d'investissement est d'1 milliard d'euros sur 5 ans. Nous en parlons avec Étienne Dupuis, CEO de Citrus. Pour commencer, Étienne Dupuis entre dans le détail du plan de rénovation des 250 sites européens de Citrus, notamment en ce qui concerne les objectifs principaux et les étapes clés de ce programme sur 5 ans. Alors, le programme, en fait, s'établit sur 15 ans. Il faut être honnête, on n'arrivera pas à faire tout en 5 ans. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a besoin d'autorisation, qui parfois mettent un peu de temps à arriver. Et puis, évidemment, on a une complexité de situations, une variété de situations qui font qu'on a un plan à 5 ans, et le milliard que j'évoquais pendant le MIPIM correspond bien à un plan à 5 ans, mais qui donne une idée effectivement de l'échelle. Alors, il ne va pas s'appliquer sur les 250 sites non plus, ce milliard. Et encore une fois, on a effectivement donc un plan de transformation qui va finalement adresser trois synergies. Il y a un sujet que j'appellerais un peu technique et de fraîcheur commerciale. Si j'ose dire, il y a un entretien un peu plus à faire sur nos sites, avec cette approche de chercher de l'attractivité avec de la beauté aussi. Une approche d'anticipation des normes réglementaires, de constatation que, comme la plupart des propriétaires immobiliers, nous avons des immeubles qui risquent de ne pas être à un niveau technique suffisant dans un horizon proche, notamment en termes d'émissions carbone, etc. Donc ça, c'est un peu la trajectoire crème qu'on est quelques-uns à avoir établie et à travailler en ce moment. Et puis le dernier point, qui est un point de transformation de sens, où on va cumuler ces deux aspects que je qualifierais un peu techniques, avec un aspect de transformation du design commercial. On va effectivement récupérer certains mètres carrés d'Auchan, et donc avoir une opportunité d'avoir un nouveau terrain de jeu à l'intérieur de nos centres commerciaux. Et puis au-delà, une transformation de fond de nos sites, puisque nous constatons que nous sommes écosystémiques. Parfois, nous sommes très urbains, et beaucoup de services finalement sont présents grâce à notre présence urbaine ailleurs que dans notre site dans la ville. Et on peut quand même chercher de l'optimisation, mais il y a aussi des situations où finalement notre centre commercial est un lieu de rencontre, et cette fonction quasi urbaine finalement de ce site peut amener davantage de services et de services que je qualifie d'écosystémiques pour le coup. Et donc cette transformation, elle va au-delà de nos murs, et on a élaboré donc une stratégie qu'on a appelée passer du mètre carré au mètre puissance 6, pour montrer cet aspect synergique et montrer cet aspect finalement écosystémique de notre site qui rayonne par nature. Alors, tout le monde connaît la notion de zone de chalandise, mais en fait, c'est pas exactement cette notion de zone de chalandise, c'est finalement un territoire dans lequel notre site s'insère et auquel on peut contribuer en apportant, pourquoi pas, des services qui n'existaient pas ou qui existaient à des distances importantes. 3 chapitres, je dirais, de transformation, la dernière étant la plus importante, et c'est pour ça que ça justifie cet élan particulier au-delà de sujets de maintenance ou de mise à jour, je dirais. Et on va en profiter pour, si j'ose dire, faire d'une pierre 3 coups. Alors, est-ce que ce sont les usages justement les nouveaux usages qui sont en train d'entrer en vigueur un petit peu partout, qui vous incitent à faire toutes ces transformations? Quand vous dites aussi que vous allez récupérer des mètres carrés chez Auchan, ça veut dire quoi aujourd'hui? Que les hypermarchés énormes qu'on a pu connaître, c'est fini? C'est pas forcément fini, mais je pense que toute entreprise de ce calibre-là a vocation à se reposer des questions à intervalles réguliers, et donc c'est pas fini, mais ça n'est plus systématique. Voilà. Donc on a un partenaire et un voisin qui se réinvente, et on l'aide aussi en lui donnant des moyens de se réinventer, en lui apportant une valeur immobilière à des mètres carrés qui sont un peu moins fonctionnels à un moment donné pour lui. Donc c'est ça, et je dirais que l'angle d'attaque est effectivement un angle éminemment synergique.
Un plan d'abord sur 5 ans, estimé à 1 milliard d'euros, un plan qui va ensuite s'étaler sur 15 ans. Ce plan de rénovation est déjà lancé dans plusieurs villes de France. Étienne Dupuis nous donne un exemple de site déjà en cours de transformation. Alors, on a déjà quelques exemples et je dirais presque qu'on a un peu des préfigurateurs avec un jeu qui a été maximal sur finalement des sites qui n'étaient pas de très grande ampleur, mais on a commencé cette démarche à Bordeaux. Le site s'appelle Counor et grâce aux habitants du quartier, va même s'appeler Allée Counor. Allée du nom de la voie et non pas A2LEZ, mais peut-être que ça aurait pu être ça. Et donc, on part d'un site assez exemplaire, un supermarché d'à peu près 2500 mètres carrés, ses arrière-boutiques, sa fonction logistique, son parking, et du coup, un site qui commençait à accuser son âge et à perdre de l'attractivité. Dans un contexte urbain, à Bordeaux, dans la zone qui s'appelle les Chartrons. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tiroir horizontal, c'est-à-dire qu'on reconstruit finalement un site commerçant sur à peu près la même surface, un petit peu plus, en le décalant sur le parking existant, en apportant une fonction de parking cette fois souterraine, en plus de la fonction, je dirais, de rez-de-chaussée. Et en déplaçant cet Auchan, finalement, on récupère de la pleine terre, en l'occurrence 22%. Donc, on réimplante des arbres du jardin dans un site qui était à 97% artificiel. Et on en profite pour densifier l'utilisation de tout ça. Et en faisant 7000 m² à peu près de bureaux qu'on va faire à côté et en superstructure du supermarché. Et puis, à peu près l'équivalent, 7000 m² de logement avec du logement de toutes les catégories, du logement social. Et l'idée est de montrer que on pose parfois un enjeu de zéro artificialisation nette. Et ma réponse, c'est, en fait, nous, on est là pour désartificialiser et finalement recréer un espace qui va passer d'un statut quasiment îlot de chaleur, puisque si je traduis ça en termes un peu environnementaux pour le bien-être des habitants, et je suis très content que les voisins l'aient bien compris sur ce projet, on passe d'un îlot de chaleur à l'échelle à peu près qui rajoute, quand il fait déjà fort chaud, entre 6 et 10 degrés, selon les études qu'on a pu faire, à un système où, parce qu'on a mis de la pleine terre, du jardin, de l'eau, des arbres, eh bien, on amène un îlot de fraîcheur de entre 1 et 2 degrés. Au total, on va gagner beaucoup de confort pour tout le monde. Et en fait, là, on est un peu dans un exemple de transformation extrêmement radicale, puisque on garde la fonction commerciale, mais là, pour le coup, on lui ajoute en construisant le plus bas carbone, évidemment, possible, en construisant du bureau, de l'activité, du logement de différentes catégories, etc. Du rez-de-chaussée un peu commercial aussi, puisque la pharmacie va se décaler. L'ensemble de nos sites, en fait, vont être transformés un peu sur ce modèle-là, mais parfois avec un peu moins de radicalité en termes de construction. On ne va pas pouvoir faire forcément du logement absolument partout, mais je pense que c'est une fonction dont le territoire a besoin dans son ensemble, de toute façon. Et donc, on a besoin aussi de travailler, évidemment, main dans la main avec les mairies pour accélérer ces transformations, avec les mairies et les autorités des territoires. Mais parfois, la transformation n'impliquera pas forcément de promotion de nouveaux mètres carrés. Mais du coup, voilà, il y a quand même toute une gamme de possibles. Et on a posé pour notre stratégie 17 accélérateurs de transformation qui vont être publiés dans notre cadre d'impact qui sera à disposition de tout le monde. Et ça part aussi de l'activité specialty leasing, des fameux pop-up, etc., de comment on réalise une animation avec plus de sens, plus de proactivité encore que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, jusqu'à effectivement donc la réalisation de nouveaux mètres carrés de logement, par exemple. Vous avez trouvé la solution, on va dire, à la non-artificialisation des sols. Vous, au contraire, c'est l'inverse que vous faites. Vous redonnez du sens à la terre. De ce point de vue-là, la prise de conscience qui est la nôtre, comme d'autres acteurs, c'est que de la même manière que on n'est pas avec 3 cercles qui se compensent plus ou moins les uns les autres, people, planète, profit. En fait, la réalité physique, ça peut être une priorité morale, c'est un droit que les gens ont, mais en l'occurrence, il y a une priorité physique d'une certaine manière. C'est d'abord la planète, ça c'est le terrain de jeu, et si le terrain de jeu se transforme en désert, c'est plus difficile d'avoir une société qui fonctionne et c'est plus difficile d'avoir une économie profitable. Donc c'est d'abord le terrain de jeu et il faut effectivement non seulement parfois préserver la planète, mais en l'occurrence
la restaurer et faire qu'elle fonctionne mieux. On n'a rien trouvé de mieux quand on explore. Rien de mieux, rien de plus efficace finalement que la nature pour générer des opportunités de développement. C'est un peu le clin d'œil que je fais à cette occasion. C'est que la nature, d'une certaine manière, a 4 milliards d'années à peu près de recherche et développement. Et il y a plein de solutions, plein de bonnes idées, plein de choses qui fonctionnent, qui sont mises en place dans la nature. Autrement dit, quand on a un lieu extrêmement artificialisé, on s'aperçoit qu'il est moins résilient à tout un tas de crises qui malheureusement se multiplient depuis l'avènement de l'âge industriel. Autrement dit, travailler en alliance avec la nature, eh bien, c'est se donner de meilleures chances. Donc ça commence par là, et finalement un sol vivant, eh bien c'est un sol qui stocke du carbone, c'est un sol qui amène de la résilience à l'endroit où il se trouve, et notamment quelque chose de très sensible, qui est une différence de température qui est pour le coup tout à fait notable. Donc on travaille effectivement à cette alliance avec la nature renouvelée, qui amène du bien-être, qui amène voilà, tout simplement du bien-être et une expérience qui est positive et attractive. Une fois qu'on a ça, on a la possibilité de densifier, et la densification permet la solvabilisation du projet, puisque bien sûr, remettre simplement en nature, on peut considérer à très court terme en tout cas que ça n'est qu'un coût, et donc on a besoin d'une équation économique bien sûr, mais qui a été très bien comprise par la mairie de Bordeaux, donc je les salue au passage. On a aussi des projets à Aubagne, à Vitry, de transformation, et à chaque fois on insère de la construction bas carbone, des éléments de sol vivant, et effectivement cette approche de résilience, d'agrément et de bien-être et de santé pour les occupants de la zone. Bordeaux, Vitry et Aubagne, 3 chantiers Citrus déjà en cours de rénovation. Il y a quelques minutes, Étienne Dupuis nous disait que dans ces sites rénovés, de nouveaux usages allaient être intégrés. Quels nouveaux usages ? Réponse de Étienne Dupuis. Alors, il y en a quelques-uns qui sont assez connus de tous mes camarades de la fac, bien sûr. Mais l'idée, c'est effectivement de réfléchir vraiment à une synergie avec une réflexion d'usage dans le temps aussi. C'est-à-dire que souvent, en commerce et en immobilier, on raisonne en allocation de mètres carrés. On est un petit peu comme notre système de planification par zonage et par usage. Là, l'idée, c'est de se dire qu'un food court, par exemple, eh bien, ça peut être un endroit où on donne des cours. Ça peut être un endroit où on organise un bal. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Sur les mêmes mètres carrés, on peut finalement avoir beaucoup d'activités dans la même journée. Et donc, c'est ça l'enjeu. Alors, évidemment, services médicaux, équipements de sport, salles de fitness, espaces de coworking. Et tout ça, l'idée encore, c'est de travailler en synergie. Donc, c'est cela, pour le coup, dans la stratégie du mètre carré au mètre puissance 6, c'est le mètre puissance 4. Le mètre cube, c'est la découverte de la hauteur, de la densité et des volumes. Le mètre puissance 4, c'est les usages dans le temps. Et donc, j'aime bien aussi vous donner l'exemple urbain, mais un parking occupé par des voitures de résidents, eh bien, ça pourrait être, et ça l'est rarement, mais ça pourrait être un parking utilisé par des utilisateurs de bureaux qui pourraient venir le cas échéant. Donc, on a développé comme ça des innovations sur le foisonnement de l'usage d'un parking, par exemple, pour que cette infrastructure qui a eu son impact carbone déjà, il s'est fait, elle est là, eh bien, soit 2 fois plus utilisée, ce qui est pas rien. Donc voilà, c'est cette approche de synergie dans le temps et d'usage multiple à l'intérieur d'une journée, à l'intérieur d'une semaine. Alors vous avez parlé aussi, parce que j'essaie de vous écouter bien, Étienne, vous avez évoqué aussi les voisins des sites. Comment vous les intégrez dans le processus de rénovation et d'adaptation justement de ces transformations ? Alors, il y a une dynamique d'écoute du territoire. Donc ça, c'est l'opérateur Mood qui la met en œuvre. Et on essaye d'interroger nos parties prenantes, et en premier lieu nos voisins, pour identifier ce qu'ils aiment pas, pourquoi ils viennent pas sur un site. Et puis, quelque part, d'avoir une démarche d'intelligence collective. Donc ça passe par des ouvertures de maisons de projet. Je dirais que ça, c'est relativement classique. Encore que, voilà, il faut le faire avec volonté, avec du temps passé, etc. Des ateliers, bien sûr. Ce qu'on amène en plus, c'est aussi une approche, je dirais, un peu quantifiée. Alors, c'est très difficile d'organiser l'intelligence collective quand on s'adresse à un très grand nombre de personnes. Mais on travaille avec une entreprise qui s'appelle RQR, et nous avons mis au point un indicateur, un indicateur de mixité urbaine qui finalement met en forme cette intelligence collective autour d'un label, d'une notation, donc le Mixed Use Quality Index, qui va apporter une note sur laquelle on travaille
avec un système très robuste d'enquête en fait qui croise différentes déclarations et différentes évaluations pour arriver à finalement une expression la plus claire possible du besoin du territoire auquel la programmation ensuite va pouvoir répondre. Et bien sûr, pendant le projet, il y a toujours une maison du projet. Et ensuite, évidemment, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, qui est une approche de community hub, entre guillemets, avec un lieu qui permet de continuer à accueillir les voisins, les occupants, les utilisateurs du territoire. L'exemple auquel je peux penser, par exemple, c'est à Vigo, en Espagne, où on co-gère en fait l'esplanade d'accès à la gare, qui est aussi un centre commercial vertical. Cette esplanade est co-gérée par Nood pour Citrus et la mairie de Vigo. On y accueille tout un tas d'activités sportives. Il y a deux ou trois sites où en fait il y a des lieux plus calmes pour éventuellement que des personnes plus âgées puissent s'installer. Il y a des lieux plus orientés ludiques, etc. Mais on essaye de mixer les générations sur nos sites pour que tout ça se passe le plus ensemble possible. Et je dirais que voilà, ça va jusqu'à effectivement l'interrogation des voisins pour leur dire mais concours d'idées, voilà, on a les 3 meilleures idées selon nous. Quel est le nom auquel vous pensez? Et du coup, le projet s'appelle Allez Coup Nord à Bordeaux, alors que peut-être dans des approches antérieures, il aurait pu s'appeler au shopping Coup Nord, par exemple. Je fais le clin d'œil. La rénovation de ces sites nécessite bien sûr un énorme investissement estimé à 1 milliard d'euros sur 5 ans, comme nous le disait Étienne Dupuis au début de cet entretien. Pour cela, Citrus va céder des actifs. Comment chez Citrus envisage-t-on de choisir les investisseurs potentiels pour les actifs qui vont être cédés? Étienne Dupuis nous répond. Alors, les investisseurs potentiels, on espère quand même effectivement qu'ils ont une conscience des enjeux et que donc ils vont agir sur la propriété qu'on leur transfère de manière à avoir au moins une approche de développement durable, si ce n'est d'impact positif, ça serait encore mieux. Et je dirais que pour ce qui est de notre approche de cession, on a aussi une approche de mise en partenariat. Alors, évidemment, gérer des partenariats, c'est quand même, on va dire, une charge un peu plus importante. Et du coup, on ne va pas le faire pour des opérations qui seront trop petites. Mais dans la logique de partenariat, on s'est dit aussi qu'être très clair sur le fait d'être investisseur à impact, avec un cadre de jeu clair posé, un cadre d'impact, permettait aussi d'attirer des investisseurs qui se disaient que, œuvrer dans cette logique-là pouvait les intéresser. Alors, on ne demande pas d'être autant à impact positif que nous, mais je dirais qu'au moins, ça sélectionne des partenaires qui ont plutôt envie d'être dans une approche de développement durable digne de ce nom. Donc ça, c'est comme ça qu'on choisit nos partenaires. D'une certaine manière, on les laisse aussi nous choisir en étant clair sur notre stratégie et nos objectifs. Alors, comme le temps passe vite, j'ai une dernière question, Étienne, vous concernant. En quoi ce plan de rénovation va contribuer à renforcer la position de Citrus sur le marché européen de l'immobilier commercial? Et quels sont, avec ce plan de rénovation, comment s'inscrit votre vision pour l'avenir de l'entreprise? Merci de cette question, parce que tout ça est nourri et a pour volonté de créer une performance, évidemment. Et j'aime bien rappeler que la performance des vivants, c'est une belle performance, mais qu'on a un peu tendance parfois à oublier la performance des morts. Autrement dit, je souhaite que ma stratégie soit aussi une stratégie robuste et que donc nos sites soient attractifs, désirables, fonctionnels pour longtemps, pour les gens du territoire et évidemment pour l'activité économique qui s'y déroule. Et donc cette notion de robustesse, elle est importante et elle fait partie de la performance. Donc déjà, distinction, on n'est pas là pour, si j'ose dire, rincer les actifs, on est là pour investir durablement avec cette notion que ce patrimoine doit être durable. Donc c'est une approche éminemment patrimoniale, bien plus que arbitragiste ou opportuniste, qui a ses mérites par ailleurs, mais en tout cas, c'est pas notre approche. Donc, je dirais qu'une fois qu'on a bien posé le fait qu'on avait envie d'être là dans 60 ans, comme on était là il y a 60 ans, eh bien, on pose cette stratégie de robustesse et de performance de valeur et de valeur même au pluriel pour un patrimoine durable. Et en fait, en ayant cette notion qui est très attachée au retail, quelque part, c'est que la performance économique finale, elle commence par le fait que les gens ont envie de venir.
Et ça, on ne peut pas l'oublier, évidemment. Et nos indicateurs cardinaux qui vont s'orienter progressivement vers des notions de relation, de lien, eh bien, sont nourris au départ par le fait que les gens, pour ce qui nous concerne, votent avec leurs pieds. Et que donc, ça commence par donner des bonnes raisons de venir, des bonnes raisons de séjourner, de consommer, etc., d'avoir les activités positives. Et ça commence là. C'est-à-dire que si on est attractif, on a une chance d'avoir des gens qui viennent, qui peuvent avoir une activité économique, effectivement vivre sur place, consommer, etc., avoir passé du bon temps. Cette activité-là, elle génère une activité économique favorable pour nos locataires, nos premiers clients, que sont évidemment aujourd'hui nos commerçants. Ces commerçants, du coup, ayant un chiffre d'affaires, ont une capacité à payer des loyers. Et cette capacité à payer des loyers, elle va nourrir la valeur à long terme aussi. Voilà, donc tout se tient d'une certaine manière. On n'est pas en train de faire un arbitrage entre la performance et l'impact positif. Je n'aime pas du tout ces discours qui consistent à dire que l'impact, c'est abandonner de la performance. C'est exactement le contraire. Et au profit de la robustesse, pour le coup. Robustesse et durabilité des sites, ce sont les deux mots que l'on peut retenir dans tout ce qu'Étienne Dupuis, CEO de Citrus, vient de nous dire sur ce formidable plan de rénovation des sites de Citrus avec un premier axe de rénovation de 1 milliard d'euros sur 5 ans. Merci à Étienne Dupuis, merci à vous d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.